Votre présence est discrète, votre impact est concret. Centraide aide 225 organismes. Tu sais, je pense que la prévalence très importante des problématiques de santé mentale, on la voit présentement beaucoup dans la demande de services. Nous, si on compare là, 2022 avec 2023, on a quand même une augmentation d'à peu près là, 71 71 de ouais, plus de demandes oui, au verger. oui, tout à fait. Puis Quand ça avait même. déjà augmenté là, dans les dernières années avec la pandémie. Ben oui. Beaucoup de stresseurs dans l'environnement. Bon, la pandémie, là, on peut penser aussi à l'inflation. Oui. Tu as évoqué les conditions économiques. Tous ces éléments-là, les difficultés d'accès au logement, la sécurité alimentaire, ça a un impact sur la santé des populations. Dans On cause sociale, nous abordons des enjeux cruciaux qui touchent le quotidien de nos communautés. Ensemble, nous découvrons des expertises et des expériences qui nous en apprennent un peu plus sur les inégalités sociales. Vous découvrirez ici des histoires inspirantes pour initier un changement durable dans la réduction de la pauvreté et de l'exclusion. Je m'appelle Isabelle Genet. Merci de causer avec nous. Nous avons toutes et tous une santé physique et une santé mentale. Dans les bonnes conditions, notre santé mentale, elle nous permet de faire face aux défis de la vie, maintenir des bonnes relations, nous réaliser à notre plein potentiel. Mais quand elle est malmenée, ses conséquences sont dévastatrices. La récente pandémie a fait juste accentuer les difficultés psychologiques. On a constaté une augmentation des cas de détresse psychologique, d'épisodes de dépression, d'anxiété, des problèmes sérieux. La situation, encore aujourd'hui, elle est très préoccupante. Puis comme c'est souvent le cas, c'est les populations les plus fragiles qui ont été les plus affectées. L'accès aux soins et la prévention doivent plus que jamais faire partie de nos priorités car la santé mentale de chaque individu mérite toute notre attention et tout notre soutien. Pour en causer aujourd'hui, je suis accompagnée par Derek Wilshire, vice-président régional chez LKQ Corporation. Bonjour Derek. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Et Christophe Tremblay, directeur clinique de l'organisme Le Verger. Bonjour Christophe. Bonjour Isabelle. Merci aussi d'être avec nous. On commence toujours notre émission en vous demandant de nous parler de vous un petit peu, votre parcours. Christophe, c'est quoi toi, ton parcours? Quand est-ce que tu as commencé à travailler dans le monde communautaire? En quelques mots, parle-nous un petit peu du Verger aussi. Moi, dans le fond, je travaille au social de profession. Je suis aussi stagiaire en psychothérapie. Puis j'ai découvert, moi, le communautaire dans mes études en travail social, à la maîtrise, puis au doctorat. Je commençais à m'impliquer dans différents organismes à partir de 2015. Puis c'est comme ça que je suis tombée, en fait, sur le Verger. D'abord comme bénévole, puis en 2020, il y a eu une opportunité. Une ouverture au sein de l'équipe, on m'a demandé d'effectuer un remplacement. Puis avec la pandémie qui s'est allongée, c'est devenu un emploi. C'était plus un intérim, là, c'est devenu une vraie job. Exactement, comme quoi le bénévolat amène vers plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on fait au Verger? Nous, dans le fond, on est un organisme qui accompagne les gens avec différentes problématiques de santé mentale. Ça peut être l'anxiété, la dépression, les troubles psychotiques aussi, les troubles bipolaires. On est vraiment des généralistes. Puis, on aide les personnes, dans le fond, à se rétablir. Puis, d'une personne à l'autre, ça peut être différents objectifs. Ça peut être autant apprendre à mieux comprendre les symptômes, mieux les gérer, retrouver une autonomie aussi dans la vie quotidienne, améliorer ses relations, etc. On y va vraiment avec le besoin là, personnalisé de la personne. Derek, parle-nous de ton parcours, toi. Mon parcours, le nom porte à confusion, Derek Wilshire, mais je suis un petit gars de Sainte-Foy, quatrième d'une famille de 4. Mon parcours professionnel des 20 dernières années m'a vu grandir et franchir les échelons, gravir les échelons à une corporation qui est méconnue et qui s'appelle LKQ Corporation. On fait dans 31 pays à travers le monde. C'est une corporation américaine qui est publique, cotée à la bourse de Nasdaq. J'en suis leur responsable pour les 40 sites au Canada. Puis dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à ce sujet-là, la santé mentale? Je l'ai vu de proche, la santé mentale et surtout les ravages que tu as parlé tantôt là, durant les 3 années de la pandémie, les impacts directs. Je l'ai vu comme gestionnaire, je l'ai vu comme ami dans ma vie personnelle, je l'ai vu comme parent d'une famille. Mais comme gestionnaire, là, on a eu plusieurs cas assez dramatiques, malheureusement. C'est qu'on s'est vraiment
investi et penché là, sur le sujet là, qui est de plus en plus criant et important, selon moi. On va y revenir d'ailleurs. On a eu déjà des discussions, hein, toi et moi, là-dessus. Puis d'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça adresser un petit mot à celles puis à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. On va aborder aujourd'hui, dans cet épisode-là, des sujets qui peuvent des fois être difficiles à entendre, puis ça peut faire écho à certaines choses dans votre esprit, dans votre tête. Si vous sentez que vous en avez besoin, un instant de détresse, de l'inquiétude par rapport à votre santé mentale ou même celle d'un proche, composez, s'il vous plaît, le 1-866-APPEL, 1-866-277-3553, puis n'hésitez jamais à demander de l'aide. Pour commencer, je vais y aller avec un constat général. La santé mentale, c'est influencé par des conditions multiples, indépendantes. On peut parler de conditions économiques, culturelles, sociales, même environnementales, hein, ce qui se passe autour de nous. C'est 1 personne sur 5 au Canada qui va vivre avec un problème de santé mentale au cours de sa vie. C'est 20 % de la population, là, c'est vraiment quelque chose. Là. Ce chiffre-là, ça signifie qu'on connaît tout le monde. Une personne qui a été ou bien qui est présentement confrontée à cette problématique-là. Évidemment, Derek, tu nous en as parlé, tu l'as vu autour de toi, puis Christophe, c'est au quotidien, mais tout le monde qui nous écoute, là, c'est sûr qu'on en connaît. Là. Ça peut être notre conjointe, un ami, un enfant, un voisin, même nous-mêmes. Qu'est-ce que ça évoque, cette statistique-là, pour vous autres? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, tu sais, la fréquence puis l'impact aussi large que ça dans vos environnements? Je vais commencer par Christophe. C'est sûr que tu es dans un organisme communautaire qui soutient ça, mais est-ce que tu vois une différence, tu sais, quand on parle de cette statistique-là, puis après ça, on ira avec Derek plus dans son milieu professionnel et personnel? Bien, c'est certain. Moi, j'aurais peut-être envie de répondre à cette statistique-là par une autre statistique. Je pense que la prévalence très importante des problématiques de santé mentale, on la voit présentement beaucoup dans la demande de services. Nous, si on compare là, 2022 avec 2023, on a quand même une augmentation d'à peu près là, 71 71 de plus de demandes au verger. Oui, tout à fait. Puis ça avait déjà augmenté là, dans les dernières années avec la pandémie. Ben oui. Beaucoup de stresseurs dans l'environnement. Bon, la pandémie, là, on peut penser aussi à l'inflation. Tu as évoqué les conditions économiques. Tous ces éléments-là, les difficultés d'accès au logement, la sécurité alimentaire, ça a un impact sur la santé des populations. Il y a eu quand même beaucoup de messages de sensibilisation dans les dernières années. C'est sûr qu'il y a encore du travail à faire, mais les gens ont peut-être mis des mots aussi sur des réalités qu'ils vivent, ont entendu le message qu'ils pouvaient demander de l'aide. Là, par contre, je dirais que le défi, c'est de donner des services à ces personnes-là qui en ont besoin. Oui, c'est certain. Les organismes communautaires sont sur la première ligne de ça. Hein. Derek, tu l'évoquais rapidement d'entrée de jeu, mais tu en as vu autour de toi pendant la pandémie. Qu'est-ce que ça dit, cette statistique-là? Tu fais-tu « Ah, oui ». La stat ne me surprend pas. Je suis un peu d'accord avec toi, par exemple. Puis je trouve que c'est important de reconnaître que les demandes sont de plus en plus fréquentes. Nous, on a un programme d'aide aux employés à l'interne qu'on promouvoit. On est allé chercher de l'aide à l'externe. On a fait faire 2 programmes de formation, un en anglais, un en français pour mes gestionnaires, pour essayer de détecter les signes avant-coureurs, des cris d'alarme, puis essayer d'intervenir avant que ça devienne plus problématique. Mais la stat, elle n'est pas le fun, 20 %, mais elle ne me surprend pas. On vit des choses en ce moment dans un contexte inflationnaire où est-ce qu'il y a des gens qui ont pris des hypothèques à moins de 2 % qui soudainement se retrouvent autour de 8 ne sont pas capables de faire l'épicerie. C'est des affaires qu'on prend peut-être un peu pour acquis au quotidien, certains d'entre nous, mais c'est pas nécessairement évident pour ces gens-là. Puis ça peut avoir un impact énorme sur l'anxiété, le stress. J'ai entendu parler de dépression. C'est tous des trucs très sournois. Dans nos entreprises, dans nos sites, on essaie d'être à l'affût. C'est pas toujours évident. Là. C'est ça. Tu viens de nous dire on a un programme pour nos gestionnaires. Je suis en train de m'imaginer, moi, arriver dans une grosse corporation, là, puis tu sais, LKQ, je vous connais, là, vous êtes très, très responsable socialement, là. Mais ça reste que de dire, bon, ben là, maintenant, gestionnaire, il faut que vous appreniez à voir des signes avant-coureurs de telle ou telle chose dans un enjeu de santé mentale. Il me semble que c'était pas dans mon contrat, moi, quand j'ai signé là, pour être gestionnaire. Là, tu sais, comment tu apportes ça, là? C'est sûr que ça demande un peu de doigté, ça demande beaucoup de patience, puis c'est nouveau. Puis c'est quelque chose qu'il faut à tout prix déstigmatiser parce que, tu sais,
on entend que Charles s'est cassé le bras en ski ou Marie-Christine s'est foulée la cheville au patin. Puis on est immédiatement rempli d'empathie puis de technique. Mais quand il est question d'attaque panique ou de crise d'anxiété ou de dépression ou de toute la panoplie de possibilités de choses qu'on voit en ce moment, des fois, les gens sont un peu dépourvus. Puis j'applaudis les efforts qu'il y a eu dernièrement dans différentes approches par différentes organisations pour déstigmatiser tout ça. Mais je pense qu'il faut continuer dans cette veine-là parce que les impacts sont tout aussi, sinon plus insidieux. Je pense qu'un bras cassé, ça revient. Ça revient quand même assez vite. Ouais. C'est 4 semaines de plâtre, puis c'est réglé. Puis ce que tu nous dis, c'est que les entreprises privées, elles aussi, ont leur rôle à faire, à jouer dans ça. On l'a dit, vous l'avez même mentionné tous les deux, il y a une forte corrélation entre la pauvreté et la santé mentale. Hein? Tu disais, là, il y en a qu'on est rendu qu'on ne peut plus faire l'épicerie. Il y a des organismes qu'on soutient chez Centraide qui ont une certaine offre d'aide alimentaire, par exemple. Ils ont changé leurs critères là, d'acceptabilité parce qu'ils se disent, bien là, on a des petites familles qui débarquent en SUV parce qu'avant de perdre la maison, ils vont couper sur l'épicerie. Qu'est-ce qu'on fait? On les revire de bord ou pas, là, tu sais? Donc, c'est vrai ce que tu disais, là, on le voit, là, ça change beaucoup. Le stress puis les privations qui sont liées aux conditions de vie dans un contexte de pauvreté, ça a des impacts à long terme aussi sur la santé, hein? Ça, c'est documenté, c'est prouvé. Puis en plus de ça, ces personnes-là, ben, ils ont moins de soutien de leur entourage, souvent. C'est assez difficile. Ils sont moins nombreuses à avoir une couverture médicale pour des soins, avoir des assurances de l'employeur ou des choses comme ça. C'est assez dramatique là, à constater. Puis, c'est souvent les personnes les plus atteintes qui ont le plus de difficultés à être accompagnées. C'est comme... C'est un peu plate, là. Regardez ça, bien, c'est pire que plate, là. On dirait que c'est un cercle vicieux. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour essayer de faire un pas en dehors de ce cercle vicieux-là? Je ne demande pas la solution, parce que si on l'avait, on l'appliquerait tout le monde, là, mais qu'est-ce que vous pensez pour sensibiliser aussi davantage le grand public aux inégalités à cette façon-là? Je vais commencer par Christophe, tiens, en matière de santé mentale. C'est assez complexe là, comme message. C'est une grosse question. Je pense pas qu'on va faire le tour nécessairement aujourd'hui, mais peut-être 3 pistes qui me viennent. Tu le dis souvent, les personnes qui sont impactées le plus par justement les inégalités, qui ont souvent aussi les difficultés de santé mentale peut-être les plus graves, sont difficiles à rejoindre. Puis ça, je pense que ça nécessite un investissement ou un réinvestissement, j'aurais envie de dire, dans les services en santé mentale, les services publics, mais aussi les services communautaires. Parce que, justement, on est devenu un peu des spécialistes à aller chercher des personnes qui vont être plus à la marge des services traditionnels parce qu'on a plus de flexibilité, mais aussi parce qu'on a la latitude pour créer des nouveaux programmes, des nouvelles interventions. Donc ça, je pense que c'est une première piste. Puis peut-être voir ces investissements-là moins comme des dépenses, mais comme justement des investissements de prévention en dépendance, de prévention en itinérance, en échec scolaire, en absentéisme au travail. Fait que de voir les investissements en santé mentale là, comme des manières de prévenir d'autres problématiques. Ça serait peut-être la première chose. Après ça, mais tu l'as dit, sensibilisation. Sensibilisation, oui, de mettre des mots, puis d'inviter les gens à aller chercher de l'aide, mais j'aurais envie de dire aussi de les outiller. Les outiller davantage, puis ça, c'est dans les milieux de travail, c'est dans les milieux d'enseignement. Apprendre à gérer ses émotions, apprendre aussi à résoudre les problèmes qu'on rencontre, apprendre à mieux communiquer aussi avec nos proches parce que la qualité de nos relations, ça a un impact sur notre santé mentale. Ça, je pense qu'on éviterait peut-être que des problèmes se développent. Puis l'autre élément, mais tu l'as dit, c'est aussi de travailler en intersectorialité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Explique-nous ce mot-là, Christophe, intersectorialité. Bien, c'est un peu ce que Centraide fait, finalement, de travailler, tu sais, sur différents niveaux, au niveau de la sécurité alimentaire, par exemple, au niveau du logement, parce que ça, c'est des déterminants qui ont un impact, on le sait, super important sur la santé des populations. Puis on éviterait probablement plusieurs problématiques là, de santé mentale en travaillant davantage à ce niveau-là. Une personne, là, c'est complet, là. Hein? Une personne n'a pas juste un problème dans une petite case, puis un coup que ça s'est réglé, tout est correct. Hein? Exactement. Voilà. C'est dur d'avoir la recette miracle. En anglais, excusez l'anglicisme, mais ils disent le one size fits all. Ben oui. C'est plus complexe que ça.
bravo pour le commentaire sur la conscientisation. Il n'y a pas de petits gestes, Isabelle, je pense. C'est de prendre le taureau par les cornes puis de dire, premièrement, une des choses qu'il faut reconnaître, c'est que lorsque c'est le plus difficile pour les individus, les travailleurs, que ce soit une approche plus gestionnaire, mais c'est difficile aussi pour les compagnies. Je me souviens quand je faisais justement du bénévolat pour l'équipe de monsieur, pour Centraide, au moment où les gens en ont le plus de besoin, souvent c'est là où les compagnies, eux, le mandat qu'ils ont, c'est de rationaliser, puis c'est d'attaquer leur structure de coût parce qu'on est en pleine pandémie, puis les carnets de vente, il n'est pas ce qui était. Je comprends tout ça, mais en même temps, il faut prendre un grand pas de recul. Je pense qu'il faut dire, là, OK, attends un peu, là, on commence par du concret, puis il n'y a pas de petits gestes. Ce qu'on a essayé de faire de notre côté, c'est de reconnaître aussi, ou du moins essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut évoquer, puis impliquer l'isolation. Là, quand on a commencé à voir des provinces complètes se refermer. Au Québec, on a eu des couvre-feux. Moi, je ne me rappelle pas aux études d'avoir suivi un cours pandémie 101 ou gestion de couvre-feu, les impacts sur les employés. Quand on y repense, qu'est-ce qu'on a traversé tout ensemble. Hein? Ça a été pas le fun. Puis, j'arrête pas de me dire, si c'était pas le fun pour moi, ben c'était pas plus le fun pour d'autres, puis probablement moins le fun pour d'aucuns. Puis il faut reconnaître ça. Puis tantôt, tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit, tu sais, c'est multifacette. Mais cet employé-là, c'est un membre d'une famille, c'est un conjoint dans un couple, mais il y a probablement plusieurs ingrédients qui manquent pour compléter la recette. Ça demande une autre communication, puis d'être proche de nos employés. On dit ça, mais en même temps, être proche de nos employés, lorsqu'il y a des restrictions, puis lorsqu'on force le télétravail, bien là, tu perds le contact du quotidien avec ton monde. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. On a créé une cellule de crise. Nous autres, on se parlait 3 fois par jour au début. Quand même, hein? Après ça, c'était 3 fois par semaine. Après, c'était aux semaines. Puis après ça, quand ça commence à réouvrir, mais au début, puis je ne jette pas le blâme sur personne. C'est juste d'essayer de comprendre. C'est d'essayer de comprendre. Puis, tu viens d'en parler un petit peu, tu sais, la mise à part, puis Christophe, tu dois le vivre aussi, là. Une autre chose qui est très, très liée à la détresse psychologique, c'est la stigmatisation. Puis là, tu sais, quand on fait un épisode podcast comme ça, qu'on en parle, qu'on parle avec quelqu'un qui est un gestionnaire d'entreprise qui est très investi, qui crée des programmes, qui implique ses gestionnaires, qu'on parle à quelqu'un qui est directeur du côté clinique dans un organisme comme Le Verger, c'est ça qu'on est capable d'en parler beaucoup et puis on se dit, bien là, c'est plus si stigmatisé que ça, puis moi, j'ai comme l'impression que ça l'est encore. Je me trompe-tu? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Avez-vous des exemples où est-ce qu'on est encore dans la stigmatisation de certaines problématiques, peut-être plus que d'autres, certains types de personnes plus que d'autres? Est-ce que c'est encore quelque chose que vous voyez souvent? Je te regarde, Derek, hocher de la tête, oui. Moi, je dirais qu'il faut reconnaître, puis il faut s'encourager en disant qu'il y a des grandes améliorations, mais est-ce que c'est stigmatisé encore? Absolument. Absolument. Je vais ramener ça un peu plus sur ce que je vis, sur ce que je connais. La corporation dont je fais partie, puis les sites que je gère au Canada, c'est dans le domaine de l'après-marché de l'automobile. C'est typiquement très masculin, donc encore, malheureusement, un peu macho, puis ça, les gars, on ne parle pas de nos émotions. Puis, donc, il y a encore cette stigmatisation-là. Mais pourtant, on a perdu du monde durant la COVID. On a perdu du monde au suicide, on a perdu du monde à la dépression. Il y a des couples qui ont été forcés d'être en permanence, là, en télétravail. Ça a été rough. Là. Ça a été très rough. Puis on l'a vu après ça, sous le programme d'aide, sous toutes sortes de formes. Puis c'était pas évident. C'est encore très, très tabou, certains sujets comme la dépression. D'aller chercher de l'aide, as-tu l'impression même qu'il y a des gens qui ont tardé à aller chercher de l'aide à cause de ça, à cause de cette stigmatisation-là? C'est difficile à répondre comme question parce qu'on fait des pieds et des mains pour s'assurer que nos gens comprennent que ce programme-là, il est confidentiel. Moi, je peux vous dire que ce que je reçois, c'est un état de compte avec un numéro de série qui est un numéro de dossier. Tu sais même pas combien de personnes ont demandé? J'ai aucune idée. Okay. On pourrait travailler ensemble, Isabelle, tu pourrais avoir fait une demande d'assistance dans le programme d'aide pour X, Y, Z, pour abus de consommation, je ne le saurais pas que c'est toi.
Puis je trouve que c'est correct Ben comme oui, ça, puis on ben va oui. continuer de faire ça de même. Des demandes, tout comme tu as dit tantôt, Christophe, on en a eu probablement 3 à 4 fois plus durant les années de la pandémie. Toi, Christophe, est-ce que c'est quelque chose que tu vis encore et que tu vois autour de toi, la stigmatisation, puis la peur d'aller chercher de l'aide? Ah, tout à fait. Je dirais qu'il y a plusieurs personnes qui vont attendre longtemps avant d'aller consulter. Le premier réflexe, ça va être d'essayer de se débrouiller par soi-même, peut-être d'interpeller les proches. Donc, des fois, on a des gens qui vont faire des demandes de services, vont s'être épuisés. Les proches aussi autour vont s'être épuisés. C'est quelque chose qu'on voit aussi, peut-être davantage aussi chez certains groupes. On parlait, tu sais, des hommes, par exemple. Je pense qu'il y a certains groupes d'hommes pour qui ça peut être encore difficile de demander de l'aide. Fait que ça, c'est peut-être un élément. Un autre élément qu'on voit aussi, nous, on a des services en groupe. Parfois, les gens, tu sais, hésitent avant d'aller dans un groupe parce qu'ils ont peur, et là, je mets des guillemets, de rencontrer des personnes malades, des personnes qui sont poquées. Donc, on a tout un travail à faire, je dirais, là, dans nos interventions, à déconstruire un peu les préjugés envers les autres personnes qui peuvent vivre avec une problématique de santé mentale, mais aussi tous les préjugés qu'on intériorise. Tout un travail de reconstruction aussi de l'estime de soi qu'on fait avec nos personnes. Puis éventuellement, quand les gens viennent en groupe, justement, ça leur permet de voir probablement qu'ils ne sont pas seuls, de voir aussi qu'il y a une diversité, en fait, de profils de personnes qui peuvent être impactées par les troubles. Quand tu dis préjugés qu'on intériorise, tu veux dire que soi-même, face à soi, se dire « Bon, regarde, là, je suis rendu là, puis là, je suis allé chercher de l'aide, puis je suis un pas bon, puis je suis un ci, puis je suis un ça. » Se mettre soi-même dans une petite case alors que ça n'a pas lieu d'être. Là. Exactement. Tu sais, des fois aussi, des gens qui vont peut-être banaliser leurs besoins d'aide, se questionner à savoir s'ils en ont vraiment besoin, même ressentir de la culpabilité, des fois, d'avoir à demander de l'aide. Donc ça, c'est certain que c'est des choses qu'on travaille, je vous dirais, là, assez quotidiennement là, avec les personnes avec qui on intervient. Moi, j'aimerais ça qu'on s'attarde aussi de la relation de la santé mentale avec le monde du travail. On en a parlé un petit peu, Derek, là, mais selon les chiffres de la Sun Life, les enjeux de santé mentale sont en grande progression. Puis là, tu nous as donné des exemples très clairs. Mais on constate que ce sont surtout les jeunes de moins de 30 ans qui sont les plus affectés. Là, c'est sûr que la pandémie a un gros rôle à jouer là-dessus, mais ça commençait déjà à être le cas avant. Vous êtes dans 2 sphères de travail quand même assez différentes, puis j'imagine que c'est tout de même quelque chose que vous constatez, mais est-ce que vous êtes en mesure d'expliquer un peu la progression? Oui, il y a la pandémie, mais de voir les jeunes être touchés comme ça, ou est-ce que c'est juste parce que les jeunes vont plus demander de l'aide? Tu sais, il y a comme une espèce de cercle dans ça, Derek. Je pense que, pour commencer, tantôt, il a été question de retour sur investissement. Puis je vais vous donner mon point de vue, à vous de décider si vous le partagez ou pas, là. Mais il y a définitivement un retour sur investissement qui va être encore plus grand à aller chercher du côté de la santé mentale que la simple blessure physique ou la maladie. On a beaucoup de statistiques. Ça fait des années que je renouvelle les contrats d'assurance collective, exemple pour des sites, des groupes d'employés. On connaît un peu ce monde-là. On sait qu'est-ce que ça coûte un employé qui est, par exemple, diabétique de type 2. Ça va coûter X nombre de dollars à l'employeur pendant X nombre d'années, puis on a des statistiques là-dessus. Comment ça coûte une dépression mal gérée? Comment ça coûte une dépendance à l'alcool? Ouais, c'est intéressant, ça. Il faut vraiment se pencher là-dessus parce que, je vous le dis, il y en a un retour sur l'investissement. Puis je pense, tantôt, Christophe, tu nous as parlé, puis je suis à 200% d'accord avec toi, tout ce qui peut être fait comme prévention, puis enlever ces retards-là à aller demander de l'aide vont améliorer le retour sur l'aide, puis raccourcir les délais avant de réintégrer cette personne-là, homme ou femme, dans son marché de travail. Tu sais, tantôt, on parlait de qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne veut pas aller chercher de l'aide, qu'est-ce qui fait que quelqu'un se retient d'appeler. On a toutes des structures sociales vers lesquelles on se tourne normalement quand ça va bien. Des fois, pour le gars, ça peut être l'équipe de hockey du jeudi soir. Mais quand tout ça était arrêté pendant 2 ans, puis plus que 2 ans, dans certains cas, vous parlez beaucoup des jeunes. Ces jeunes-là, vers qui ils se retournent? Je pense que ce contact humain-là, ce noyau ou cette structure sociale-là, qui est importante dans la vie de n'importe qui, surtout les jeunes, pour aller se ressourcer, puis s'entendre, se comprendre entre nous, puis ventiler un peu, parler, puis obtenir tant bien que mal peut-être des bons, des mauvais conseils, mais au moins parler.
c'était moins là. C'est que ça l'a juste rajouté une couche, je pense, de complications, selon moi, mon humble opinion, mais tout ce qui peut être fait à l'avenir pour s'assurer que ces outlets-là, ces avenues-là sont possibles et rapidement envisageables, je pense que ça va accentuer le retour sur l'investissement. Christophe? Je dirais que c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans le milieu communautaire. Je dirais particulièrement santé mentale. Hein, je pense que les intervenants, les intervenantes, c'est documenté par des études là, les intervenantes sont plus à risque, en fait, d'épuisement professionnel, de dépression, d'un certain nombre aussi de problématiques en santé mentale, justement à cause du coût émotionnel de ce travail-là. On est au plus proche de la détresse. C'est vrai qu'au quotidien, là, c'est quand même intense. Là. Je veux dire, c'est ça que vous faites à la journée longue, là, puis c'est correct. Vous êtes formé pour et vous avez choisi ce métier-là, et merci. Mais quand même, là, ça affecte quand il y a des hausses de demande comme ça. On est tous des êtres humains. Là. Les aidants eux-mêmes ont besoin d'aide. Là. Oui. Puis c'est important de le mentionner. Parce que, tu sais, oui, on est outillé pour justement, tu sais, s'entretenir comme outil d'intervention. En même temps, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est important de nommer, que c'est un travail qui peut être exigeant cognitivement, émotionnellement parlant. Puis, je pense que la pandémie, accentué peut-être justement de la surcharge de travail. Le milieu communautaire a voulu beaucoup s'adapter, hein? Essayer de laisser personne sans soutien, accommoder. Donc, il y a certains intervenants qui ont pu repousser un peu plus leurs limites. Puis c'est quelque chose qu'on a vu, là, des intervenants, par exemple, qui se réorientaient durant la pandémie, des arrêts de travail aussi. Puis, ce qui est préoccupant avec cette réalité-là, c'est que, je le dis, on est notre propre outil d'intervention. Donc, si je suis moins disposé émotionnellement parlant, c'est peut-être mes interventions qui vont en être impactées. C'est un métier où la relation est super importante, le lien de confiance avec les gens. Donc, s'il y a un changement d'intervenant, par exemple, ça a un impact aussi sur les populations qu'on accompagne. Donc, c'est vraiment des réalités, là, importante là, à prendre en compte. Oui. C'est des choses que je partage beaucoup quand je fais des présentations avec nos partenaires pendant la campagne de Centraide ou dans des prises de parole où est-ce que j'arrive souvent à oublier pas que les organismes communautaires ils ont les mêmes enjeux que les PME. Donc, tu sais, problème d'approvisionnement, ils l'ont. Problème de RH de main-d'œuvre, ils l'ont. Les enjeux de financement, les enjeux, tout, là, c'est la même chose. Et ils ont ce roulement de personnel-là, sauf qu'eux, au final, c'est dans la relation à long terme qu'ils voient leur succès de leur travail. Fait qu'imaginez comment que ça peut faire descendre 2-3 marches d'une claque là, quand tu perds un intervenant et qu'il y a un roulement. Puis en même temps, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Là, je comprends qu'il y a des gens qui étaient épuisés puis qui le sont, là, puis ça peut arriver. Hein. Là, on a fait le constat de la situation, qui est quand même pas rose, mais en même temps, on ne peut pas rester là sans rien faire. Hein? On se remonte les manches, puis on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme un devoir qu'on a comme société. Puis moi, comme à Centraide, c'est sûr que c'est le centre de mon quotidien, mais il faut créer des environnements sains, propices au bon développement de chaque personne. Comment qu'on peut développer une culture de soutien puis d'ouverture envers les employés, Derek? Comment tu as parlé d'avoir mis en place un programme qui est très efficace, mais tu sais, on le sait, là, faut que ça le gèle au pogne, là, quelque part. Là. Comment que tu fais pour que ça marche? Là? Il faut être intentionnel, puis il ne faut pas chercher le coup de circuit à chaque fois qu'on se présente au marbre. Je pense qu'il faut chercher les petites victoires, puis c'est avec des petites victoires qu'on fait les séries, puis après ça, on verra. On gagne des coupes après. On verra jusqu'où on peut aller. À titre d'exemple, quand mes gestionnaires commencent, peu importe, n'importe quelle réunion. Ça peut être sur des finances, ça peut être sur les ventes, ça peut être sur les opérations. On demande dans notre culture de santé et sécurité au travail d'avoir une mention, exemple, les équipements de protection, les lunettes, les gants. Pourquoi pas introduire aussi quelque chose qui est tout autant de la santé et sécurité, mais mentale. Alors, peut-tu alterner? Ça peut être des gants, ça peut être l'instincteur à incendie, mais est-ce que ça peut aussi être « Hey, comment ça va la gang un matin? » Vraiment. Dans vos équipes. Y en a-tu un, y en a-tu une que depuis un... Tu sais, parler des fameux symboles ou des espèces de signes avant-coureurs qu'on peut essayer de détecter. Juste accentuer
la conscience, la prise de connaissance, puis la communication autour de ça. C'est des petits gestes, mais des fois, ça suscite des discussions. Puis moi, j'en ai une dans mon équipe, elle file pas. On dirait que c'est pas la même depuis. OK, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi son comportement. Ben, elle était toujours à l'heure, elle faisait une qualité de travail extrêmement minutieuse, puis là, c'est botché, puis elle pleure. Oh, attends un peu. Il y a des signes mais il faut amener les opportunités, les forums ou les endroits pour essayer d'en faire la promotion, puis juste favoriser la discussion, la communication. Puis c'est des petites affaires, c'est pas des grosses victoires, mais tranquillement, ça sert aussi, en deuxième effet, à déstigmatiser, parce que les gens sont de moins en moins surpris d'avoir des fois à se prononcer sur l'état d'âme des gens, pas juste comment va ton chariot élévateur. Là. Oui, il est fonctionnel, il est correct, j'ai fait l'inspection. C'est correct, on parle d'une machine, on parle d'individu. Toi, comment tu vas? Exactement, on parle d'un être humain. Souvent, c'est là où on oublie. Oui, tu as raison. Est-ce que tu en vois autour de toi des organisations? As-tu des... On essaye, mais je trouve ça intéressant, les exemples qu'on a aujourd'hui. C'est encourageant de voir, c'est ça, différents milieux là, qui se mobilisent. Nous, c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille. Présentement, on a un projet là, avec un syndicat dans le secteur de l'alimentation où, justement, on constatait plus de problématiques là, chez les travailleurs, les travailleuses. Donc, on développe en fait là, des ateliers avec eux pour justement développer un peu la sensibilité aux enjeux de santé mentale, aux aspects justement relationnels, émotionnels, donc pour prévenir un certain nombre de problématiques. Donc, je pense que ça passe par des mesures que justement de valoriser la santé mentale, que ce soit des journées thématiques, journées de ressourcement, l'accès aussi à des programmes d'aide aux employés. Puis je pense aussi peut-être plus largement, tu sais, ça passe peut-être, puis là-dessus, on est assez bon dans le milieu communautaire, mais aussi l'aspect participatif, hein, de donner aux gens aussi une possibilité d'avoir du contrôle sur le travail qu'ils font, participer aussi aux décisions dans le milieu de travail. Donc oui, la santé mentale, mais plus large aussi, que les gens puissent retrouver là, du pouvoir, là, autrement dit, sur le travail qu'ils font, le sens aussi du travail qu'ils font. C'est vrai, ça. Pendant je reviens à la pandémie, là, puis on a tout le temps l'air d'un vieux disque qui saute quand on dit ça, mais il n'y en a pas beaucoup de générations qui auront traversé ce que nous autres, on a traversé. Je pense que ça nous donne le droit d'y référer régulièrement. Mais on a eu cette perte de contrôle-là qu'on sentait. Hein? Tu racontais tantôt, Derek, des couples qui se retrouvent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble, puis qu'ils ont l'impression qu'au travail, ils perdent le contrôle, puis, tu sais, on ne comprend plus qu'est-ce qui arrive. Donc, reprendre le contrôle sur certaines choses, une chose à la fois, incluant la prise de décision en entreprise, c'est vrai que c'est important. On arrive à la partie petit exercice dans notre épisode. Alors, on fait tout le temps ça. Dans nos épisodes de podcast, je vais vous énoncer des affirmations qui sont en lien avec notre discussion, évidemment, mais vous allez juste pouvoir répondre vrai ou faux. Pas le droit d'élaborer. Okay? Je vais vous demander une réponse à chacun pour chacun des énoncés. OK? Alors, c'est assez simple, mais en même temps, c'est un peu compliqué, là, parce qu'on ne peut pas mettre de nuances. Puis la réalité de la santé mentale, bien, c'est un peu plus nuancé que vrai ou faux. Je pense que ça, là-dessus, on est d'accord d'emblée. Donc, on reviendra après peut-être sur quelques-unes pour en discuter un peu. Fait que je vais commencer par Derek pour la première réponse. Voici le premier énoncé. Les employeurs ont une responsabilité vis-à-vis de la santé mentale de leur personnel. Vrai ou faux? Vrai. Christophe? Vrai. Vrai. La détresse psychologique a un impact sur l'espérance de vie, Derek. Vrai. Christophe? Vrai. Pénurie de main-d'œuvre, santé mentale, ça n'a pas de lien. Faux. Faux. La santé mentale aujourd'hui, c'est assez reconnu, là. Derek? Semi-vrai. Tu n'avais pas le droit. Difficile, celle-là, mais faux. On va y revenir, c'est sûr. Une détresse psychologique, ça affecte la personne concernée seulement. Faux. Faux. Il existe un choc de génération concernant la santé mentale. Vrai. Quand même vrai. Demander de l'aide nécessite du courage. Vrai. Tellement vrai.
Alors, la santé mentale est aujourd'hui assez reconnue. Je pense Ça que va c'est tout l'éternel bas, c'est positif assez en livré. moi qui veut reconnaître que ça s'améliore. Oui, c'est ça. Tu sais, on a vu belle cause pour la cause, puis on fait des Ben belles oui. choses, Puis tu vois, tu y travailles au quotidien avec tes gestionnaires, puis ben oui. ça s'améliore. Est-ce que c'est parfait? Non, absolument pas. Il y a encore de la place à de l'amélioration. Christophe, tu es d'accord avec ça? Absolument. Tu sais, on en parle davantage. Maintenant, ben c'est le temps peut-être de passer à l'action aussi. Il y a des belles initiatives, mais c'est certain que il y a encore un vide là à combler. Il y en avait une qui était pénurie de main-d'œuvre, santé mentale, non pas de lien, puis ça m'a fait penser à ce que tu nous as dit juste avant à propos des travailleurs du communautaire. Tu sais, justement, ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. La majorité des demandes d'augmentation des organismes soutenus par Centraide dans l'année dernière, là, qui ont été soumises à Centraide, c'était pour l'amélioration des conditions puis pour des questions de pénurie de main-d'œuvre dans tous les organismes. On le voit vraiment, là. C'était vraiment... En tout cas, ça m'a vraiment fait penser à ça. Parce que là, on est rendu même qu'il y en a qui c'est des bris de service. Est-ce que tu le vois des fois, Christophe? J'imagine, des fois, vous référez à d'autres organismes. tout Je à sais fait. qu'on travaille tous ensemble. Là. Pour les éviter le mieux possible, mais tout à fait. Puis il y a même des partenaires qui ont dû carrément là, liquider certains de leurs services qui étaient plus difficiles à financer. Malheureusement, ça, c'est les cas les plus extrêmes, là, mais c'est des choses qui arrivent. Là. Il y avait une qui était assez facile à répondre, là, une détresse psychologique n'a fait que la personne concernée, les deux avaient dit faux. Mais j'aimerais ça te poser une question peut-être un petit peu plus délicate là-dessus, Derek. Comment on fait, mettons, c'est juste que où ça va, la responsabilité, puis des fois c'est plus que la responsabilité, c'est avec notre grand cœur qu'on peut le faire, là, mais de justement l'entreprise ou l'employeur par rapport au fait que, ben là, il y a des impacts avec la famille, il y a des impacts avec... C'est pas évident, là. Comment on fait pour ça? Il y a définitivement des lignes à ne pas franchir. Il y a du respect à y avoir. Je pense que les intentions de la part de nos équipes de gestionnaires, c'est pas de s'ingérer, mais c'est de reconnaître que si l'individu en question ne va pas bien à son travail, il y a probablement des ramifications qui viennent d'ailleurs ou qui arrivent et qui sont subies dans son familial, dans son quotidien. Puis c'est d'essayer d'apporter, encore une fois, de l'aide, puis de l'écoute. Pas de s'ingérer, mais c'est touché. Oui, c'est ça. Des fois, il y a des zones grises. Oui, puis on est tous des êtres humains, ceux qui aident, ceux qui veulent être aidés, ceux qui sont aidés, ceux qui sont autour. Donc, il faut toujours garder ça en tête. C'est pas tout le monde qui reçoit l'aide de la même façon. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, être intervenant, c'est pas pour rien, hein, que c'est un métier, un rôle qui nécessite d'être très qualifié aussi, là, quand c'est ça qu'on fait dans la vie. Est-ce qu'il y a d'autres affirmations qui vous ont un peu... pourquoi qu'elle demande ça, vrai ou faux? Y en a-tu qui vous ont questionné plus que d'autres? Peut-être celle-là sur l'espérance de vie, moi, sur laquelle j'aimerais peut-être revenir. Ouais. Parce que je pense que la santé mentale, hein, c'est un peu le maillon, le maillon manquant, justement, l'association entre des conditions de vie qui sont plus difficiles, hein, la pauvreté, etc., puis une espérance de vie qui est comme moins longue. Pourquoi? Bien, parce que ça génère beaucoup de stress. On le sait, ça a un impact sur la santé du cœur, sur la propension à développer un paquet de différentes maladies comme le diabète. Donc, je pense que la question de la santé mentale, est beaucoup plus reliée qu'on pense à d'autres problématiques. Dans Du plomb dans les ailes, on en parle dans le chapitre sur les inégalités en santé. Entre la basse ville de Québec et la haute ville de Québec, il y a une différence d'espérance de vie de 8 ans. Puis ça, c'est pas parce que tous ceux qui mangent mal puis qui fument se sont donné rendez-vous sur Saint-Joseph, là. C'est pas ça, C'est pas une coïncidence. Non, c'est pas ça, là. Il y a d'autres choses. Il y a tout ce que tu viens d'évoquer, Christophe, là. C'est ce stress-là à long terme qui, à un moment donné, affecte la santé physique vraiment, puis ça affecte même l'espérance de vie. On se dirige tranquillement vers la fin de notre discussion. Ça passe assez vite, c'est vraiment intéressant. Avant ça, je demande toujours à nos invités si vous avez des recommandations à donner aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Ça peut être un film, un livre, une balado, ou même une action, un engagement, une valeur, une posture, quelque chose, un conseil que vous avez à donner, juste une recommandation en lien avec, qui vous vient à l'esprit, en lien avec le sujet dont on a traité aujourd'hui. On peut commencer avec Christophe. Oui, ça me fait violence de devoir choisir quelque chose.
Mais c'est un livre, en fait, c'est un livre de Pascal Brion, Se relever d'un traumatisme. On en a peu parlé aujourd'hui, mais moi, dans les personnes que j'accompagne là, en psychothérapie, j'ai à peu près la moitié des gens que j'accompagne qui ont vécu soit de la violence physique, violence sexuelle, la négligence aussi durant l'enfance. Et ces événements de vie-là ont des impacts. Souvent de la dépression, des problématiques de consommation, de l'anxiété. Et on n'en parle peut-être pas suffisamment du lien justement entre ces événements traumatiques-là et la santé mentale. Les intervenants ne sont pas toujours non plus à l'aise ou suffisamment formés. Même chose avec les proches. Parfois, ils vont vouloir aider, puis finalement, ça va redéclencher la personne, la retraumatiser. Pour les personnes qui vivent avec des traumas, ben ça peut être extrêmement chaotique. Hein? C'est des symptômes qui peuvent être déroutants. Donc, ce livre-là permet autant les personnes qui vivent avec les conséquences d'un trauma de peut-être mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, puis aussi aux intervenants, ben, d'intervenir, d'accueillir peut-être le vécu des personnes qui vivent avec un trauma de manière plus adéquate. Puis le titre encore, c'est? Se relever d'un traumatisme. Se relever d'un traumatisme. Alors, je vous invite à aller chercher ça à votre librairie. Derek, ça serait quoi ton conseil, ta recommandation? Oh mon Dieu, j'ai pas de titre à brûle pour point, mais je vous dirais que j'ai eu dans ma carrière un mentor et il me répétait à tout temps, il disait, Derek, la plus petite des actions vaut mieux que la meilleure des intentions. Puis je dirais que le conseil que j'aurais, c'est passer à l'action, les petites choses, les petites victoires que je parlais tout à l'heure. À titre d'exemple, mon épouse puis moi, des fois, on se faisait une petite corvée, on faisait des lunchs, des boîtes à lunch, puis on traversait le pont. Moi, j'habite à Lévis, dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome. Puis on allait au frigidaire communautaire de Saint-Roch porter ça. Ah oui. La famine n'est pas juste en Afrique. Puis j'ai rapidement appris que j'avais des frigidaires communautaires à Saint-Romuald, à même pas 3 minutes d'auto de chez moi. Et c'est surprenant parce que la rue qui coupe l'intersection où le frigidaire communautaire est, puis tout de suite après, on a l'impression de passer de midi à 14 heures. On a l'impression que c'est même pas le même quartier. Les besoins sont vraiment proches, sont autour de nous. Soyez à l'écoute, puis ça peut être nos voisins, ça peut être nos amis, ça peut être... faut vraiment pas chercher midi à 14 heures. C'est beaucoup plus proche de nous qu'on peut penser. Tu as bien raison. Puis souvent, ces frigos-là, ça me fait penser, il y en a plusieurs dans plein de quartiers. Puis ce qui est beau derrière ça, l'initiative est magnifique, c'est que le frigo, il est placé à un endroit où est-ce que c'est difficile de savoir qui vient porter de la nourriture puis qui vient en chercher. Fait que tu joues ce rôle-là quand toi puis ton épouse, vous décidez de faire ça. Vous faites partie de cette belle roue-là là, qui est... merci. Oui. Moi, j'irai avec un roman québécois. Je vais y aller de ma recommandation aussi. Ça s'appelle « Non fictif » de Olivier Sylvestre. Ça parle d'une thématique qu'on n'a pas beaucoup abordée nécessairement aujourd'hui, mais c'est les dépendances. C'est un livre qui est rempli d'humanité, c'est percutant, en même temps, c'est vraiment important. Ça parle des êtres humains qui ont trop tendance à se déshumaniser. Alors, c'est vraiment touchant, je vous invite à le lire. Vous pouvez le trouver dans une librairie, puis dans les bibliothèques municipales aussi de Québec. Je vais le rappeler une nouvelle fois. Si jamais vous ressentez de la détresse psychologique, de l'inquiétude par rapport à vous, par rapport à un proche, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Composez le 1-866-APPEL. 1-866-277-3553. Un grand merci à tous les deux. Merci Christophe. Merci. Merci Derek. Merci à toi Isabelle. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ça a été un grand plaisir. Merci à vous toutes, à vous tous qui avez écouté Causer social. Vous avez été avec nous tout ce temps-là. Merci aussi à toutes les personnes qui ont rendu cette discussion-là possible. Comme toujours, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Centraide Québec Chaudière-Appalaches, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. C'était Isabelle Genet. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode dans Cause sociale. Votre présence est discrète, votre impact est concret. Centraide aide 225 organismes.